Pour certains, c'est un livre qui a changé leur vie ou leur manière de voir le monde. Pour d'autres, c'est un film. Pour moi, c'était un documentaire. C'était autour de la musique. Bob Dylan, No Direction Home, de Scorsese. Sauf que ça ne parlait pas de Bob Dylan, mais du monde autour de lui, de son milieu, de tous les gens qu'il a croisés, de l'époque qu'il a engendrée, qu'il a contribué à faire évoluer. C'était beaucoup plus large qu'une histoire, qu'un portrait, que la fascination autour d'une figure légendaire. C'était un regard d'une richesse extrême, si riche qu'elle recréait un destin et une réalité totale. Aucun roman, aucun film de fiction ne permet cette ampleur, cette compréhension profonde. Un documentaire le peut. Ce présent, devenu intelligible, peut inviter à agir, à créer, à réfléchir et à s'engager. C'est pour ça que Blast a décidé de lancer une émission autour de ce genre. Notre but, c'est de vous donner matière à regarder des productions de qualité autour d'un thème chaque mois. Ces films vous permettront de comprendre et d'appréhender des problématiques qui nous semblent essentielles et que Blast traite d'ailleurs de manière régulière. Nous croyons que la forme documentaire viendra apporter un plus et compléter tout le travail effectué par Blast. Mettre en avant ce travail fait par d'autres, c'est aussi notre rôle et notre devoir. C'est d'ailleurs pour ça que nous choisirons des documentaires accessibles et disponibles facilement sur des plateformes responsables. On fera des partenariats avec certaines d'entre elles pour que les abonnés de Blast puissent y avoir accès. L'idée de ce format, c'est de poser un sujet de société et de l'illustrer par les docs, comme une pensée qu'on déroule. Montrer, à l'inverse des chaînes info, des images qui réfléchissent au lieu de réagir. 3 docs à chaque fois pour éclairer un enjeu. Ces documentaires qui toquent à nos portes pour nous réveiller un peu. Doc Doc Doc, c'est le titre que Denis Robert a suggéré. Au début, j'ai cru à une blague, ça faisait pas sérieux. Et puis en fait, c'est pas mal. Alors voici notre premier numéro de Doc 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 pour Blast. 3 alarmes sur le climat. Changement climatique. Il y a des expressions qu'on entend régulièrement, au point d'en avoir une idée vague et de s'en satisfaire. Le changement climatique, moi je suis contre, comme la guerre ou la faim dans le monde. D'accord, c'est bien. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Comment il a été créé ce réchauffement ? Qu'est-ce que ça recouvre ? Comment ça se traduit ? Est-ce que aussi, avec toutes mes bonnes intentions de gentils citoyens engagés dans ma chambre, je n'en suis pas complice dans les faits, dans ma manière de vivre, de m'habiller, de me nourrir, de consommer ? Est-ce que je ne vais pas un peu vite en besogne avec ma bonne conscience ? Est-ce que je ne fais pas un peu partie du problème en m'en dissociant ? En découvrant les films que je vais faire dialoguer ici, c'est ce qui m'a sauté à la gorge. C'est moi, c'est mon pays, c'est mon monde. Je suis dedans, dans la merde. Une merde préparée de longue date comme on le verra. Le fruit des guerres du XXe siècle, dont la mémoire se perpétue dans la croissance, la chimie, le pétrole, la malbouffe et la surexploitation. M'est revenu un souvenir d'enfance, un truc d'image d'archives qu'on commence à collectionner quand on touche aux 45 ans. Un duel de plateau télé entre Haroun Tazieff et le commandant Cousteau. Le premier évoquant la pollution dangereuse et la déforestation, le second dénonçant un baratin rassurant et raisonnable, lui reprochant de sommer en creux la peur et de terroriser les gens. Si jamais la grande banquise fond, le niveau des mers va monter de 100 mètres. Exact. Catastrophe Mais ce ne horrible. sont pas les volcans qui le feront. Ce qui peut le faire, c'est la pollution industrielle. Oui. Et cette quantité de gaz carbonique se propage dans l'atmosphère. Et risque de faire de l'atmosphère une espèce de serre. C'est un baratin. Il faut toujours se méfier des raisonnables. Mais oui, dans les années 80, on était parano, on flippait pour rien. L'apocalypse était dans longtemps. Sauf qu'en fait, peut-être pas tant que ça. J'ai besoin de la grande histoire pour aborder le sujet de contexte.
Alors je vais voir sur la plateforme d'Arte et je tombe sur ce doc. L'homme a mangé la terre. Tout un programme. Quand est-ce qu'on a foiré et comment on a fait pour aller si vite? J'ai besoin de base, d'apprendre ou de me rappeler les choses. Un doc classique, didactique, passionnant, qui redonne de la mémoire. D'emblée, j'apprends un concept, le début d'une ère, l'Anthropocène. Ce moment où c'est l'influence de l'homme qui va façonner le monde. Et la fin de l'Holocène, de ces 12 000 dernières années où le climat était tempéré et où la nature suivait son cours, où nous ne bouleversions pas encore profondément les écosystèmes. Ça commence avec la révolution industrielle du 19e siècle et une énorme consommation de bois. On lui préfère le charbon pour éviter la déforestation, pour ne pas bouleverser l'ordre de la création divine. C'est déjà un paradoxe, une précaution écologique. Le commencement de l'extraction industrielle de la houille, le charbon de terre, à l'aube du 19e siècle, marque le début de l'exploitation des énergies fossiles hautement productrices de CO2. Une exploitation massive responsable de l'abîme environnemental auquel nous sommes aujourd'hui confrontés. La découverte des énergies fossiles entraîne une course effrénée, notamment autour du pétrole aux États-Unis. Cela bâtira des fortunes légendaires, dont celle des Rockefeller. Cela permettra surtout de se débarrasser des intermédiaires et des luttes ouvrières à l'avènement des pipelines. C'est profitable économiquement et cela prive les ouvriers de leurs nuisances syndicales. On va privilégier ça à outrance, au mépris de toute logique. Il faut produire et s'enrichir. L'avenir, c'est pour plus tard. Le pétrole va offrir aux classes dominantes de l'époque la possibilité de faire fructifier leurs affaires sans s'encombrer de la contestation sociale. Il va permettre aux industriels de contourner les puissants syndicats de mineurs qui se sont constitués pendant tout le 19e siècle en Europe de l'Ouest comme aux États-Unis et qui, en bloquant les mines, peuvent bloquer toute l'économie d'un pays. Tout, même la guerre, servira à l'industrie et au développement. De la guerre naîtra le progrès et la modernité. Le gaz moutarde, le Zyklon B, utilisé dans les camps de concentration plus tard, et l'agent orange qui empoisonnera le Vietnam. Ils sont inventés dans le même élan que l'aspirine. Dès l'entrée en guerre des États-Unis en 1917, le président Wilson crée l'Office de la propriété étrangère. L'Office est chargé de saisir les biens appartenant à l'ennemi. Parmi eux, un précieux butin. Les brevets déposés aux États-Unis par les laboratoires allemands. Le géant Bayer se voit ainsi arracher l'une de ses plus profitables inventions, l'aspirine. Je découvre le terreau inconscient de nos idéaux industrialisés. Ils sortent des boucheries, ils viennent de nos cauchemars. Les voitures sont les héritières des chars et vont bientôt bouleverser l'ordre des villes et présenter de nouveaux dangers. Naïvement, peut-être, on a oublié que l'espace public a été livré aux écraseuses de piétons, devenu l'image de la liberté et de la réussite. Je m'aperçois qu'on a intégré une représentation de notre culture et qu'elle n'a pendant longtemps absolument pas été questionnée. Il fallait croître et se multiplier. C'était le sens de l'histoire et c'était le rêve américain. Ce que ça faisait à la planète, cette course en avant, on n'en parlait pas encore. On était fascinés par nos inventions et notre audace, enivrés même. Les pionniers comme Ford et les autres ne sont pas sans rappeler les zélotes de la Silicon Valley, tout fiers de changer le monde, d'inventer une révolution par an pour occuper la plèbe, lui donner l'illusion d'une prospérité sans fin. Pourtant, le bâton finit toujours par revenir et par briser des existences par millions. Mais en octobre 29, le krach boursier fait trembler l'Amérique. Les spéculateurs ont trop spéculé. Le peuple va avoir faim. Les ouvriers et les classes moyennes vont connaître le chômage. Du désespoir, de la rancœur et de l'humiliation naîtront des hommes providentiels qui voudront toujours aller plus loin, bâtir d'autres Babel en dynamitant des paysages, des montagnes. Ce n'est pas pour les voitures qu'Hitler a construit des autoroutes, c'est pour des chars. Adolf Hitler, fasciné par la personnalité d'Henry Ford, son génie productiviste et son antisémitisme,
lance un chantier historique. La construction de 6000 km de voies rapides. Le premier réseau autoroutier du monde. C'est ça le progrès. Il s'invente et prend sa source dans un désir de destruction. On rase des villes et des populations entières. Ensuite, on vantera les vertus de l'atome pour produire de l'électricité dans la vie civile. L'humanité avance à coups de désastres et d'inconséquences. Nos âges d'or rêvent d'apocalypse. On accélère, encore et encore. Il n'y a plus de frein. L'euphorie des 30 glorieuses se confond avec l'angoisse de la guerre froide. On consomme. On veut une famille, une maison, une voiture et de l'électricité, du chauffage et de la clim, pour ressembler aux héros de la télé et à leur beau sourire. Voilà, vous avez l'idée et le tableau. Malgré l'éveil d'une conscience écologique dans les années 70, c'est le monde dont on a hérité. Pris dans une course absurde que plus personne ne peut gagner. La catastrophe est générale et on va tous crever. Mais sur les plans trop larges, on ne voit pas les visages. Alors j'ai envie de parler d'un documentaire dont la caméra descend du drone pour aller se planter dans la terre, à hauteur d'homme, de croiser des regards, des paysages et des exemples concrets, pour me mettre du baume au cœur aussi, je l'avoue. Reprendre des forces avant la bataille, voir le monde non pas tel qu'il est devenu, mais tel qu'il est encore, là, sous nos yeux. Sur la plateforme Tenk, je trouve ce film de Dominique Marchais, La ligne de partage des eaux, qui sera disponible pour les abonnés de Blast. Je vais descendre la rivière pour rejoindre la Loire. L'eau raconte son histoire en terre de Limousin. La pluie, les reflets qui se troublent. Voilà, c'est l'effet préservé d'un souvenir d'enfance. Les hommes, au milieu des champs d'oiseaux, qui observent des poissons qui ne se reproduisent plus, les populations victimes des pollutions et les espèces en voie de disparition, un monde en train de doucement s'éteindre. En découvrant ces hommes qui reconnaissent les espèces, les appellent par leur nom, je me dis que c'est un savoir également qui s'évapore, une manière d'être et de vivre dans le respect de nos origines, de ce qui nous entoure et de ce qui nous nourrit. La belle image de ce garçon qui tient dans les creux de sa main une espèce qui sans doute aura disparu dans 50 ans, plonge dans une tristesse étrange. On assiste également à l'extinction intime d'une langue, d'une culture et d'une manière d'être au monde. A priori, on entend parler de milliers de moules perlières il y a 50 ans et aujourd'hui, c'est quelques centaines, quoi. On n'a pas de rivière en France où on voit les populations augmenter. En Bretagne, ils ont des très grosses populations, mais avec que des vieux individus et pas de reproduction, parce qu'ils ont des gros soucis nitrates, probablement aussi plus beaucoup de truites. Donc via les nitrates, etc., les algues vertes, tout ça. Donc ici, on est sur des cours d'eau où il n'y a pas mieux en termes de qualité du cours d'eau, quoi. Si elle régresse ici, elle va disparaître partout. Je pense que c'est le genre d'espèce qui, dans 50 ans, sera plus là. On évoque les anciens qui ont connu l'époque où il y avait du saumon dans la région, au temps où on respectait le cours des choses, où l'humain n'avait pas bouleversé la vie dans la rivière, quand le roi des Belges venait y pêcher, selon la légende. Avant que le barrage situé un peu plus loin n'affecte toute la faune, lorsque les eaux mortes ont pris le dessus sur les eaux vives. La route, c'est une métaphore de ce qu'on a fait au paysage. Doucement, on ne regarde plus les couleurs qui défilent. Les villes, les zones d'activité, les centres commerciaux ont tout masqué. Les pancartes cachent la richesse du bocage, du terroir, de la nature et de son harmonie. Je suis le fil de l'eau. Je renoue avec les oiseaux. Je m'abandonne au passage sur le ciel de la cime des arbres. Je trouve ça beau, calme. Je me reconnecte. Je respire un peu mieux, rien qu'à regarder. J'oublie le blues des autoroutes, leur volonté de transformer les régions en parcs d'attractions. Je croise une loutre qui vaque à ses occupations. Je me sens vivant comme ça, tranquille, juste à flotter. Et puis d'un coup, des signes, des pompes dans l'eau. La cheminée d'une centrale nucléaire
fume au-dessus des arbres pour me rappeler l'Anthropocène. Je suis chassé du paradis, j'ai perdu le silence. L'homme vit, a construit, a pollué, n'a pas cohabité. Il s'agit de trouver un compromis, presque après coup, presque une fois la bataille passée et la guerre perdue. Un aménagement du territoire avec un fond de mauvaise conscience. On voit les réunions, on voit les élus, on voit ceux qui veulent bouger les lignes, limiter les dégâts, ceux qui ne voient pas comment faire autrement, tant notre croissance et notre besoin d'activité, de production sont devenus incontournables. Il ne faut pas que l'État, excusez-moi cette expression triviale, vienne foutre le bazar dans ce qu'on essaie de mettre comme paix. C'est-à-dire qu'on est en train de gagner la confiance de nos partenaires, des propriétaires, des élus locaux, des professionnels. Et si on débarque en disant « on casse », ben c'est nous qui allons nous faire casser. C'est garanti d'avance. Et plutôt que d'avancer, on va reculer. Donc voilà le message que j'avais envie de faire passer, M. Kemener. Mais bien sûr qu'on est favorable à la continuité écologique des cours d'eau, forcément. J'ai besoin d'une dernière illustration, plus combative, plus engagée et plus frontale après l'histoire, après la balade sur la rivière, voir où on en est des forces en présence. J'en ai trouvé l'illustration à la maison, sur Blast, avec le documentaire « Élevage intensif, la guerre du saumon est déclarée ». Et il s'agit de cela, des David qui se battraient contre des Goliaths. Ok, mais qui ne céderaient pas à la résignation, qui réagiraient, qui déclareraient la guerre. Je quitte une rivière pour en trouver une autre, une terre en colère où s'incarnent les tensions que le dérèglement climatique provoque. Une gigantesque ferme veut s'implanter dans un village à 100 km de Bordeaux pour produire 10 000 tonnes de saumon par an. Il suffit de résumer le long format de Thibaut Isoré pour voir qu'il y a un sérieux problème. Que c'est ce que le système devenu fou que j'ai décrit d'abord historiquement, dont j'ai eu l'intuition en suivant le fil de l'eau, je le vois concret ici, et dans toute sa brutalité, toute son absurdité aussi. Mais tout n'est pas simple. Le territoire est déserté par les jeunes, perd son attractivité. La campagne, depuis longtemps, meurt à petit feu. Je vois bien pourquoi ils veulent implanter cette usine. Attirer un grand groupe pour dynamiser le coin et le maintenir en vie. C'est aussi justifiable qu'au XIXe siècle, quand on a choisi le charbon pour freiner une déforestation excessive. Les raisons se ressemblent. Le remède et le mal, on n'en sort jamais. Aujourd'hui, notre économie, c'est le tourisme, quoi qu'il arrive. Et ensuite, c'est veiller à ce que rien ne soit détérioré au point de vue touristique en accueillant un projet auquel nous adhérons. Et puis, de toute façon, je vais vous dire, il faut y croire, autrement on va crever, quoi. Il faut y croire, autrement on n'a aucun projet, on n'a rien. Il faut y croire, autrement on va tous crever, dit le maire de Verdon-sur-Mer. J'aimerais lui opposer mes raisons écologiques et mon souci pour les générations futures. J'ai un peu de mal, parce que lui aussi il y pense. Je me retrouve dans la même position que le fermier idéaliste campé par Denis Ménochet dans le film Asbestas, confronté à la réalité du village où il s'installe et aux paysans du cru, ceux qui crèvent et désirent l'argent d'un grand projet industriel pour survivre. C'est pas évident d'être juste et pur. Un site clé en main, c'est le fruit de l'une des mesures phares de l'administration Macron pour doper la relance industrielle nationale avec la désignation de sites industriels dans tout le pays aux conditions d'installation simplifiées pour des groupes français ou internationaux. What we want to do is to accelerate and simplify public action, and we passed a law voted last month by Parliament providing as well several measures to facilitate the installation of new industrial sites or extensions, leading to significant reductions up to several months in permitting delays and so on. L'accélération, toujours l'accélération, l'efficacité, l'urgence. On réfléchira plus tard, on débarque dans les régions, vous allez voir ce que vous allez voir. Souvent je me dis que ces gens ont vu trop de films d'action américains quand ils étaient petits et qui sont toujours dans la même pensée que pendant la guerre froide. Comme quand on est piégé dans un cauchemar. Je vois des chargés de com, des gens qui vous rassurent en vous disant qu'ils ne sont pas hors sol, que ça sera fait dans le respect des réglementations en vigueur. Dormez tranquille, braves gens. Nous prenons de l'eau de mer, nous faisons grandir des poissons sans utiliser aucun antibiotique, vaccin, produit chimique. C'est bien le but
du RAS, c'est de faire grandir les poissons dans un environnement sain et contrôlé. Mais j'écoute le chasseur, sa voix désolée, qui s'inquiète du fait tout simple que moins d'oiseaux viendront. Et ça me touche, parce que c'est un constat les pieds sur terre, hors des graphiques et hors des courbes. Parce qu'il me rappelle les vieux de mon enfance dans la campagne. Je dois avouer que quand je vois des grosses usines ou autres qui veulent s'installer sur notre beau Médoc, je me pose énormément de questions. Parce que c'est des univers qu'on perd écologiquement en voulant les sauver économiquement. On est en plein mois de juin, il fait à peu près 28 degrés. Donc il faut imaginer que les bassins ils seront dans un entrepôt, donc vraiment de la tôle qui protège. Donc cet entrepôt il va subir la chaleur. Et les saumons, eux, leur particularité c'est qu'ils ont besoin d'une eau à 12 degrés. Donc ça veut dire énormément de consommation électrique pour réussir à refroidir cette eau. On est sur une consommation électrique équivalente à une ville de 14 000 habitants. C'est 100 gigawattheures par an, donc c'est quand même beaucoup. La question va se poser de comment maintenir une eau à 12-14 degrés alors qu'il fait 50 degrés à l'extérieur. Un vrai challenge. Des questions simples, de bon sens. Je me demande comment ça peut appeler des réponses aussi alambiquées. On crée un monstre, on le sent, on pourra dépenser sans compter comme le fondateur de Jurassic Park, prend toutes les précautions d'usage, avec même une certaine bonne foi. Je me dis surtout qu'il y a là une certaine prétention, la preuve en dur d'une course en avant. On s'arrangera, on inventera quelque chose pour éviter la catastrophe. Cette volonté d'innovation repose sur un besoin de profit, d'emploi. Mais il y a un risque. Le problème de notre culture est qu'on le valorise et que souvent on le récompense. La plus petite pêche qui puisse exister en France, c'est nous. On nous dit qu'il ne faut plus faire d'élevage en batterie de poulets, de canards, les animaux, les vaches, les cochons et ainsi de suite. Et on va monter une usine industrielle d'élevage d'une pisciculture de saumon sur le bord de notre côte avec les rejets et tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas être pour. Il a raison ce monsieur. On ne peut pas être pour. Les principes, ça compte. Ça laisse honnêtement songeur. J'aimerais me dire que c'est parce que ceux qui nous gouvernent sont corrompus aux mains de groupes économiques dont ils exécutent la volonté. Mais je crois que c'est pire. Ils veulent de la croissance, de l'exploitation locale et du plein emploi. Ils n'ont rien appris de l'histoire. Ils ne croient toujours pas à ce baratin catastrophique que dénonçait Cousteau. La pensée et l'action de ces gens est figée depuis 40 ans. Totalement déconnectés d'une urgence qu'ils ont appris à dédaigner. S'ils étaient méchants au lieu d'être inconscients comme des trains fous, sûrs de leur insubmersibilité comme le Titanic, ils me feraient sans doute moins peur. On va dénaturer la France si on fait tout ça. Voilà. Moi, je pense que c'est surtout, en fait, et on a beau dire ce qu'on veut, voilà, si on parle de politique, ça va être plus ces éco-terroristes, gauchistes, etc., qui sont très loin d'aimer la France et qui, voilà, en fait, c'est pas du tout ça. De mon point de vue, ce sont des personnes qui aiment profondément la France et sa nature qui est exceptionnelle. On veut juste pas dénaturer tout ça. Au bout du compte, on en arrive à ça. À la convergence des contestations. Je me dis qu'on parle encore ici de lutte des classes et sans doute de conflit de génération. Le souci écologique en est une conséquence, le dérèglement climatique aussi. On reste les jouets de la fortune, des pantins entre les mains des puissants qui obéissent à une logique qui n'est pas celle de la planète mais du progrès. Il suffit d'ouvrir les yeux et de regarder le paysage pour voir où est le problème, de marcher, de nager, de flotter. D'être au monde. Je ne peux pas le faire autant que je le voudrais, je suis en fauteuil roulant. Mais d'autres le font pour moi et en rapportent des films et des documentaires. C'est pour ça, au fond, que j'ai voulu la faire, cette émission, pour croiser leurs regards et partir avec eux, réfléchir, comprendre et voir le monde, découvrir des endroits et des gens, me rendre compte, avoir des exemples, changer un peu, essayer de m'engager, même derrière un écran,
et de vous entraîner avec moi. Merci d'avoir suivi cette chronique autour du documentaire que vous pourrez retrouver une fois par mois sur Blast. Merci de la partager et de soutenir ce média indépendant si vous le pouvez. Je vous donne rendez-vous dans un mois sur Blast pour un nouvel épisode de Doc Doc Doc. À bientôt.